On va commencer par vous parler de ce que dit la littérature par rapport à la formation des familles d'accueil, hein. On le sait, il y a plusieurs enfants qui vont vivre un placement en milieu substitut à un moment ou à un autre de leur trajectoire en protection de la jeunesse. Et la plupart du temps, ces enfants-là, ben, ils vont être placés en famille d'accueil. C'est le milieu de vie qui est le plus souvent privilégié par la protection de la jeunesse. Les familles d'accueil vont accueillir des enfants qui présentent des profils complexes qui vont faire face aussi à différents facteurs de vulnérabilité. Il y a une revue systématique récente là, qui a été réalisée sur les besoins de formation des familles d'accueil. Ce que ça permet de constater, c'est que ce sont des besoins qui sont très, très vastes, hein. Ça peut passer de besoins de formation sur le trauma complexe, par exemple, à l'aspect ethnoculturel ou encore aux aspects spécifiques au rôle de parents d'accueil. Donc, pour répondre aux besoins des enfants de façon optimale, bien, les familles d'accueil elles doivent être formées et soutenues adéquatement. Ce qu'on sait aussi par rapport aux retombées de la formation, encore une fois, on a une recension récente à ce sujet-là. Donc, ce qu'elle nous dit, c'est que les parents d'accueil qui ont accès à de la formation, bien, ils vont rapporter moins de comportements difficiles chez les enfants placés. Ils vont aussi considérer qu'ils ont des meilleures connaissances, donc ils ont acquis des savoirs et des savoir-faire grâce à la formation. Et ils déclarent aussi là, se sentir plus compétents dans l'exercice de leur rôle. Donc, il y a un sentiment d'efficacité qui est plus grand. L'accès à des formations qui répondent aux besoins des parents d'accueil serait aussi associé à une meilleure satisfaction dans le cadre de leur rôle de parents d'accueil et aussi à une meilleure rétention dans leur rôle, encore une fois, de parents d'accueil. Donc, en lien avec ces résultats-là, en lien avec les défis qu'on voit là, en ce moment par rapport à la rétention des familles d'accueil, par rapport aussi à la réponse aux besoins des enfants, ben, il est vraiment essentiel que les parents d'accueil aient accès à une formation qui va être de qualité, à du soutien aussi qui va leur permettre de répondre à leurs besoins. Au Québec, comment s'opérationnalise la formation des familles d'accueil? Bon, ce qu'on peut vous dire pour commencer, c'est que depuis 2009, ben, ça a été chamboulé par l'entrée en vigueur de la loi sur la représentation des ressources. Je vous épargne le nom complet, il est dans le coin de la diapo. Donc, cette loi-là, elle encadre spécifiquement le droit des parents d'accueil de se regrouper, d'être représentés et de négocier aussi une entente collective pour faire valoir leurs intérêts. Par rapport à la formation, la loi demeure vague, hein. Ça va plus, on va en savoir un peu plus là, dans les structures qui sont sous la LRR. Ce qu'on dit dans la loi, c'est qu'il est spécifié en fait que les ententes collectives peuvent porter sur certaines questions de formation. Là, je descends dans l'onglet vert. Donc, ce qu'on voit dans cet onglet-là, c'est que les familles d'accueil sont représentées par 3 associations. C'est ce qui fait en sorte qu'il y a 3 comités nationaux. Les 3 associations qui représentent les familles d'accueil, c'est la FARIC, Fédération des familles d'accueil et des ressources intermédiaires du Québec, la DREC, donc l'Association démocratique des ressources d'aide à l'enfance du Québec, et la CSN, Confédération des syndicats nationaux. Donc, chacune de ces associations-là est représentée dans un comité national de concertation et de suivi de l'entente. Ce comité-là est paritaire. Chaque fois que le comité siège, il y a des représentants des associations de familles d'accueil, des représentants du ministère également. Donc, c'est dans cette structure-là que sont négociées les ententes collectives. Donc, ces ententes-là vont identifier les structures qui vont assurer la mise en œuvre de la formation. Et donc, ces comités-là ont aussi le mandat de définir les orientations et les priorités en matière de formation, dont les orientations nationales de formation qu'on voit dans le carré vert en bas. Donc, les comités nationaux vont aussi s'assurer de la mise en place et du bon fonctionnement des comités locaux de formation, ce qui m'amène à la dernière structure, donc les comités locaux de formation et de suivi de l'entente. Donc, ces comités locaux-là ont comme mandat de planifier conjointement les activités de formation continue. Donc, conjointement, on parle ici de comités locaux, donc avec les représentants des établissements de chacune des régions administratives du Québec et des associations de familles d'accueil. Donc,
Ce comité-là va, par exemple, rendre compte au Comité national des activités de formation qui ont eu lieu, de l'utilisation aussi des sommes qui ont été allouées par rapport à la formation. Donc, au Québec, on a 16 comités de locaux de formation, comme je disais. Chacun de ces comités locaux-là va faire dans sa propre démarche pour mettre en place une offre de formation locale qui va répondre aux besoins des familles d'accueil. Dans certaines régions, il y a un comité local de formation en bonne et due forme. Dans d'autres régions, ce comité-là, il est intégré au sein du comité local de concertation. Chaque région définit sa façon de fonctionner dans les faits. Donc, les orientations nationales de formation, ce qu'elles nous indiquent, c'est qu'il y a 3 catégories. Nous, on a identifié 3 catégories de formation dans ces orientations-là. Donc, il y a une orientation ministérielle, donc une formation obligatoire qui est la réanimation cardio-respiratoire. Donc, les familles d'accueil régulières doivent faire cette formation-là, doivent suivre des mises à jour pour que leur accréditation de famille d'accueil soit maintenue. Il y a également des formations clinico-administratives, des formations qui vont permettre aux familles d'accueil de bien comprendre leur rôle dans le contexte de nos lois qu'on a ici au Québec, la LPJ, la loi sur les services de santé et les services sociaux. Donc, ça peut être par exemple le cadre de référence RIRTF, les instruments de classification. C'est des formations qui sont dites obligatoires, c'est-à-dire qu'il est fortement recommandé aux familles d'accueil de les suivre, ces formations-là. Et il y a également des formations qu'on a identifiées comme étant de nature plus clinique. Donc, une formation, par exemple, qui peut porter sur l'intervention en situation de crise, formation sur l'attachement ou le TDAH. Donc, notre projet de recherche, je tiens à souligner que c'est le premier projet de recherche qui se penche sur la formation des familles d'accueil depuis l'entrée en vigueur de la LRR. Le premier projet qui tente de faire un portrait provincial de la formation qui est offerte aux familles d'accueil. C'est un projet de recherche engagement partenariat, c'est-à-dire qu'on l'a réalisé en partenariat avec 2 des associations de familles d'accueil, la FARIC et la DREC. Notre projet de recherche, il y a 2 objectifs principaux. Le premier objectif, c'est de dresser un portrait de la formation offerte aux familles d'accueil. Pour ce faire, on a réalisé une grille de collecte de données et on a demandé aux associations représentatives d'accueil de compléter cette grille-là. On n'a pas eu beaucoup de données par rapport à ça. On va pouvoir vous en reparler un petit peu plus tard. Le deuxième objectif du projet de recherche est d'explorer la perspective des acteurs sur différents thèmes relatifs à la formation, dont les facteurs qui facilitent ou qui font obstacle à la participation, les besoins de formation différenciés selon le type de famille d'accueil, qu'elle soit régulière, famille d'accueil de proximité ou encore famille d'accueil banque mixte. L'efficience de la structure de formation qui est proposée par la LRR et enfin les pistes d'action qu'on pourrait mettre en place pour mieux répondre aux besoins de formation des familles d'accueil. Pour répondre à ce deuxième objectif-là, on a réalisé des entretiens semi-dirigés virtuels, vous comprenez pourquoi, d'une durée d'environ 30 à 60 minutes. Ces entrevues-là ont fait l'objet d'analyses de contenu thématiques. On a rencontré, dans le cadre de nos entrevues, 14 représentants des associations de familles d'accueil de 11 régions. Dans certaines régions, on a fait 2 entrevues pour être en mesure de recueillir toutes les informations dont on avait besoin pour répondre à nos questions de recherche. On a rencontré 16 représentantes des CIS et des CIUS de chaque région administrative, donc pour un total de 16. Et on a rencontré 4 personnes donc, qui siègent au Comité national de formation pour avoir une vision un peu plus macro là, de la façon dont la formation est pensée au Québec. Donc, je passe la parole à Marie-André. Merci beaucoup, Véronique. Donc, on va entamer une présentation sur les résultats de recherche. Je vais faire la première partie qui porte davantage sur le premier objectif de notre projet, qui était vraiment de dresser un portrait de la formation. Par la suite, je vais passer la parole à Marie-Pierre, qui va faire la deuxième partie de nos résultats. Donc, pour ce qui est du premier volet, on va vous parler du portrait de la formation, c'est-à-dire quelle formation a été dispensée dans la période couverte par notre projet de recherche. Un bref aperçu des taux de participation, l'information dont on dispose et surtout, là, on va parler davantage des facteurs qui sont associés à la participation, toujours là, à partir du point de vue des personnes qu'on a interrogées.
Vous allez voir que tout au long de notre présentation, que ce soit ma section ou celle de Marie-Pierre, notre présentation est parsemée d'extraits de verbatim, donc d'entretien avec les participants à notre projet de recherche. Ces extraits-là ont été dénominalisés, mais on a gardé l'essence des propos des participants. Donc, si on commence par la formation dispensée, en fait, vous vous souvenez, Véronique l'a présenté, le premier objectif de notre projet était de faire un portrait de la participation des parents. Donc, ce qu'on doit vous dire dans un premier temps, c'est qu'on arrive avec un portrait partiel de la formation, hein, c'est-à-dire que les données dont on dispose, c'est les données qui nous ont été soumises par le ministère de la Santé et des Services sociaux et des extraits de nos entrevues et les portraits fournis par une minorité de régions, c'est-à-dire que dans beaucoup de régions, l'information n'était pas disponible, les bilans demandés étaient incomplets. Donc, on peut vous donner certaines informations, entre autres sur le titre des formations, sur leur durée, sur les objectifs, les contenus, sur le nom des personnes formatrices. C'est possible de le faire en partant du bilan qui nous a été donné par le ministère. Toutefois, notre projet de recherche visait à aller un tout petit peu plus loin dans l'information, c'est-à-dire aller chercher de l'information sur les moments de la journée auxquels étaient données ces formations-là, les lieux, le nombre de participants, est-ce qu'il y a des formations qui ont été annulées? Donc, on voulait un portrait plus global et au moment où on a fait notre projet de recherche, là, ces informations-là étaient peu disponibles. Ça nous permet quand même de dresser un portrait global de l'offre de formation auprès des parents d'accueil. On doit aussi vous dire que la période couverte était de 2019 à 2020, donc pré-COVID. Donc, il n'y a pas d'impact de la période de pandémie sur les résultats qu'on vous présente. Donc, un des premiers portraits qu'on peut, et en lien avec ce que Véronique vous a présenté tout à l'heure, en fait, ce qu'on a constaté, c'est qu'à la lumière de ce qu'on souligne comme étant la formation obligatoire, qui est la réanimation cardio-respiratoire ou les formations dites obligatoires, c'est-à-dire fortement conseillées, qui sont toutes les formations de nature clinico-administrative, mais c'est exactement ce qu'on a constaté. Hein, c'est-à-dire que le RCR, le cadre de référence, l'instrument de classification sont des formations qui sont données dans la quasi-totalité des régions. Après, ce qu'on constate, c'est que les formations de nature beaucoup plus clinique, et là, on voit une très, très grande variabilité en fonction des types des thèmes de ces formations-là. Donc, ce qu'on a constaté, c'est que des formations sur l'attachement et le trauma, entre autres, sont très populaires, donc on les retrouve dans la quasi-totalité des régions. Et après ça, dépendamment des types de formations, donc vous voyez là, dans le tableau, il y a des thèmes de formation et là, on voit que ça varie grandement d'une région à l'autre. Donc, il y a des thèmes qu'on revoit dans 4 à 5 régions, d'autres qu'on va voir beaucoup moins. Et juste pour vous dire que ce ne sont pas toutes les formations qu'on a identifiées, il y en a beaucoup d'autres qui ont été données une seule fois dans une seule des régions pendant notre période d'observation. Donc, on va y revenir plus tard avec Marie-Pierre, mais ce qu'on constate, c'est que ce qui est donné de façon systématique dans l'ensemble des régions, c'est la formation obligatoire sur la réanimation et surtout les formations de type administratif. Donc, en termes de portrait global, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une très grande variabilité à travers les régions dans les thématiques qui sont couvertes. Donc, vous voyez là, dans certaines régions du Québec, à une extrémité de notre continuum. Donc, dans certaines régions, on va se retrouver avec plus d'une dizaine, voire 14 thématiques différentes de formation pendant la période couverte. Et ce qu'on constate, c'est que dans ces régions-là, c'est des régions où la dynamique partenariale entre l'association représentative de familles d'accueil et l'établissement, le CIS ou le CIUS, a une dynamique partenariale forte, a un travail de collaboration extrêmement bien structuré qui permet une offre de formation très variée. On a aussi constaté dans certaines de ces régions-là un partenariat fort avec les cégeps qui anciennement étaient responsables de la formation technique d'accueil. Et à l'opposé de notre continuum, c'est-à-dire complètement à l'autre bout de notre continuum, bien, il y a certaines régions où on a constaté une très faible offre de formation. C'est-à-dire que pendant l'année couverte par notre projet de recherche, il ne s'est donné qu'une seule formation, la formation obligatoire de réanimation cardio-respiratoire. Et ce qu'on constate dans ces régions-là, c'est que la formation, donc toutes les discussions dans les comités locaux sur la formation est éclipsée par d'autres enjeux.
Marie-Pierre aura la chance de vous en reparler tout à l'heure, mais comme c'est inscrit dans une structure syndicale, la négociation, les enjeux sur la formation s'inscrivent parfois dans des enjeux, dans des thématiques, puis dans des sujets beaucoup plus larges. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Quand on parle du taux de participation, il est difficile à établir. Vous vous souvenez que d'entrée de jeu, je vous ai dit qu'il y avait plusieurs informations que nous n'avions pas, mais ce qu'on constate, c'est que, bon, au niveau de la réanimation cardio-respiratoire, ça n'a pas été abordé dans nos entrevues, mais on sait que la participation est plus élevée. Dans les autres formations, ce qu'on constate, c'est que c'est très variable d'une région à l'autre, surtout pour ce qui est les formations clinico-administratives. Pour ce qui est des formations cliniques, ce qu'on a constaté, c'est des taux de participation généralement faibles, c'est-à-dire il y a beaucoup moins d'emphase qui est mise sur ces formations-là parce qu'elles ne sont pas obligatoires et les régions vont avoir des stratégies différentes de recrutement de façon d'aller chercher ces familles-là, des stratégies variées pour assurer une plus grande participation. On aura la chance de s'en reparler là, dans 2 minutes quand on va se parler des facteurs qui influencent la participation. Mais somme toute, ce qu'on a constaté, c'est que toutes les formations dites cliniques, dont les thématiques sont très variables, il y a une participation qui est généralement faible des familles d'accueil et qui varie selon la formation donnée. Donc, si je prends les quelques dernières minutes pour vous parler des facteurs qui influencent la participation, je vous rappelle que ce sont des facteurs qui ont été mentionnés par les répondants au projet de recherche. Donc, soit les représentants des familles d'accueil, soit les représentants des établissements ou encore les intervenants du ministère que nous avons rencontrés. Il serait important aussi de savoir que tous ces facteurs-là s'inter-influencent. Hein. Ce sont des facteurs qui sont en interaction les uns avec les autres. Il ne faut pas les voir de façon individuelle, mais il faut vraiment voir comment ils s'inter-influencent. Donc, dans un premier temps, c'est important pour nous de le dire parce que ça a fait l'unanimité dans les entrevues qu'on a fait, c'est que tous les acteurs qu'on a rencontrés ont nommé l'importance de la formation. Hein, c'est-à-dire dans le discours des acteurs, la reconnaissance de l'importance de la formation des familles d'accueil est reconnue. Tout le monde dit que c'est essentiel à une offre de services adéquate, adaptée aux besoins des enfants. Donc, il y a comme un consensus auprès des acteurs sur l'importance de la formation. Au-delà, par contre, de cette reconnaissance-là, ils nous ont aussi fait part qu'ils sont confrontés à des facteurs importants qui viennent influencer la participation des parents d'accueil. Ce premier facteur-là, vous le savez, c'est les enjeux. On le vit au quotidien dans nos réalités de travail, mais pour les familles d'accueil, c'est encore plus grand parce que leur réalité de travail, c'est du 24 heures sur 24 et du 7 jours sur 7. Donc, les enjeux de conciliation travail-famille sont extrêmement importants. Les parents d'accueil doivent faire face souvent à des imprévus, hein, c'est-à-dire qu'ils ont prévu aller, ils se sont inscrits à une formation, mais ils ne peuvent pas y aller parce qu'il y a un imprévu, une difficulté avec un enfant. Donc, ça vient beaucoup, beaucoup jouer sur les taux de participation. Donc, les parents d'accueil qui doivent s'absenter pour aller à une formation doivent trouver des gardiens compétents, doivent trouver quelqu'un pour s'occuper des enfants. Donc, il y a des enjeux et Marie-Pierre va y revenir tout à l'heure sur cette idée de l'aspect professionnel, mais aussi l'aspect familial du rôle de parent d'accueil qui doit être tenu en compte dans l'offre de formation. Un autre élément qui est ressorti dans le discours des acteurs, c'est le manque de renouvellement dans l'offre de formation. Hein, c'est-à-dire que les formations obligatoires et les formations clinico-administratives vont revenir plus souvent dans l'offre de formation, mais lorsque les parents d'accueil les ont fait une fois, bien, ils n'ont pas d'intérêt à les refaire. Donc, si ce ne sont que ces formations-là qui sont offertes pour permettre de former les nouvelles familles d'accueil, bien, celles qui sont là depuis plusieurs années, il y a comme un manque dans certaines régions. Vous l'avez vu, hein, le nombre de thématiques de formation peut varier grandement. Donc, dans les régions, où il y a moins d'offres de formation, ça peut jouer. On avait aussi un intérêt à savoir est-ce que l'offre de formation varie selon les types de familles d'accueil? Est-ce qu'on ajuste l'offre de formation au type de famille d'accueil? Ce qu'on a constaté dans notre bilan, c'est que non. L'offre de formation est la même pour chaque type de famille d'accueil. Toutefois, on a vu des différences au niveau des taux de participation. Ce que les répondants nous ont dit, c'est que les familles d'accueil vont participer davantage aux formations, que chez les familles de proximité, il y a des enjeux liés à la formation. Ils n'ont pas de formation, ils n'ont pas d'obligation, de formation. Et souvent, ce que les acteurs nous ont dit, c'est que les familles d'accueil de proximité ne considèrent pas avoir besoin d'être formées en raison du lien significatif avec l'enfant. Je vous amène à un extrait d'entrevue qui souligne cet aspect-là, hein, c'est-à-dire qu'il y a un répondant
lorsqu'on voit le N, c'est du comité national, qui nous dit « Les formations ne sont pas obligatoires pour les familles d'accueil de proximité, c'est extrêmement problématique. » Souvent, ce sont des milieux un peu plus fragilisés. Ce sont des milieux qui ont vraiment besoin de plus de support et la formation pourrait leur être très utile. Donc, on constate certaines différences au niveau de la participation chez les parents d'accueil. L'autre différence qu'on a vue, c'est chez les familles d'accueil de type banque mixte, donc les familles d'accueil qui sont dans des projets potentiels d'adoption. Ce que les répondants nous ont dit, c'est que ces familles d'accueil-là vont souvent se former autrement. Hein? Elles vont se sentir parfois moins concernées comme famille d'accueil parce que c'est peut-être l'aspect de leur rôle qu'elles endossent moins, mais elles vont aller chercher des formations complémentaires liées, entre autres, là, aux enjeux cliniques qu'ils rencontrent avec les enfants. Donc, le second extrait nous amène aussi cet aspect-là. Hein. Les ressources d'adoption, c'est leur enfant. Elles vont suivre des formations, mais elles vont peut-être aller chercher ailleurs avec plus des psychologues, par exemple. C'est des gens qui veulent s'investir auprès de ces enfants différemment, souvent parce qu'ils considèrent comme leurs propres enfants. Donc, on voit que bien que l'offre de formation n'est pas distinguée dans ce qu'on a constaté dans les portraits de formation selon les types de familles d'accueil, en termes de participation puis de motivation à être formé, on a observé des différences. Donc, finalement, les 3 derniers facteurs qui viennent avoir un impact sur la formation, c'est le type de formation. Donc, ce qu'on a constaté dans le discours des acteurs, c'est que les efforts de recrutement vont être beaucoup plus soutenus pour les formations dites obligatoires. On va mettre en place des stratégies pour recruter ces gens-là, pour s'assurer qu'ils suivent les formations, ce qu'on va beaucoup moins faire dans les formations dites cliniques. Ce qui a amené là, certains répondants à nous dire les formations ARID au départ, donc formation obligatoire, formation clinico-administrative, pour par la suite tenter d'intégrer des formations plus le fun, comme le disait la répondante, donc des formations moins obligatoires. Marie-Pierre, comme le temps file vite, je vais poursuivre sans passer l'extrait. Donc, un autre élément qu'on a constaté, c'est en lien avec ce qu'on s'est dit tout à l'heure, c'est l'absence d'obligation pose problème. C'est-à-dire que les acteurs nous ont nommé le fait qu'il n'y ait qu'une formation obligatoire dans l'offre de formation aux familles d'accueil. C'est qu'il n'y a pas de tronc commun, c'est-à-dire que les familles d'accueil ne semblent pas être regroupées autour d'une offre de formation commune et égale à travers les régions. Et ça a apporté beaucoup d'échanges avec les répondants de notre projet de recherche, en tout cas beaucoup de réflexions à propos de cette logique de volontaire versus d'obligation professionnelle de formation. Et on trouvait l'extrait 4 à ce niveau-là particulièrement éloquent. La personne nous disait « Je vais faire la comparaison avec un ordre professionnel. Je le vois exactement comme ça pour les familles d'accueil. Elles doivent travailler au niveau de leurs compétences et aussi en fonction de la clientèle qu'elles hébergent. On ne peut pas le faire présentement parce qu'on a quasi juste une base volontaire. » Donc, cette personne-là remettait un peu en question cette idée qu'il y ait aussi peu de formation obligatoire à l'endroit des familles d'accueil. Je vous dirais que ce propos-là a trouvé écho aussi dans d'autres extraits d'entrevue. Finalement, et ça, on va y revenir tout au long du reste de la présentation, les modalités de formation doivent tenir compte de la réalité des parents d'accueil. Être parent d'accueil, c'est un contexte de vie personnel et professionnel extrêmement particulier. Il y a des enjeux de reconnaissance, il y a des enjeux que la formation participe à la reconnaissance des ressources d'accueil, mais participe aussi au ressourcement de ces gens-là. Il ne faut pas oublier que pour ces gens-là, le lien entre la famille, le privé, le public, le professionnel est vraiment, vraiment tissé très, très, très serré et que dans nos réflexions sur l'offre de formation, on doit s'assurer que cette formation-là répond à la fois à leurs besoins professionnels d'être formés, mais aussi à leurs besoins plus personnels, c'est-à-dire de leur vie de famille, qui est quelque chose de beaucoup plus de l'intime et du privé. Donc, un dernier extrait avant de passer la parole à Marie-Pierre, de quelqu'un qui nous parle aussi de l'importance que les formations qui s'adressent aux parents d'accueil soient très concrètes pour s'assurer de répondre à leurs besoins. Il n'y a pas d'école pour être famille d'accueil, fait qu'on apprend sur le tas. Mais en ayant des formateurs qui sont terrain, ça donne une chance. Il faut que ce soit quelqu'un qui ne soit pas juste dans le livre, mais qui a été sur le plancher pour comprendre la ressource. Donc, on voit bien les défis de former des professionnels qui agissent leur rôle professionnel dans un univers très privé et familial. On va y revenir dans quelques minutes. Donc, Marie. Merci, Marie-André. Donc, je continue avec vous sur le deuxième volet de nos résultats qui s'est davantage penché sur la structure de formation, notre structure qui est assez unique au Québec, là, où la formation est imbriquée dans la structure syndicale, comme Véronique nous le présentait au début de la formation.
Puis là, il va y avoir 4 sous-sections là, dans ce volet-là. On va parler d'abord du manque de ressources qui est observé au niveau local, la structure qui vient engendrer des disparités régionales entre les régions. On va parler aussi du manque de cohésion entre la formation, puis le soutien et le contrôle de la qualité qui est offert aux parents d'accueil. Et ensuite, pour finir, on va aborder la lecture de nos participants sur les contraintes que pose la structure syndicale, justement, dans laquelle s'imbrique la formation. Prenons-les un par un. Dans le fond, si on veut parler du manque de ressources au niveau local, ce qui est ressorti fortement dans les extraits, dans les propos de nos participants, c'est qu'il y avait un principe important qui venait guider là, la manière dont ça fonctionne, la formation chez nous. C'est vraiment cette idée de tenir compte des disparités régionales. Donc, je vous partage l'extrait 6 qui explique très bien ce qui est entendu par là. Dans le fond, c'est quelqu'un qui représente le Comité national de concertation qui nous dit il faut aussi permettre aux associations certaines distinctions en fonction des besoins. Parce que je comprends qu'il y a des besoins qui peuvent être les mêmes pour les jeunes en difficulté à la grandeur de la province de Québec, mais ça se pourrait, par exemple, qu'à Montréal, il y a un plus grand besoin par rapport à certains jeunes en particulier versus ceux qui sont en Abitibi. C'est exactement ça, cette idée-là que dans les régions, il peut y avoir des différences en ce qui concerne les besoins de formation. C'est vraiment un principe qui guide là, la manière dont, dans le fond, la structure de formation est construite. Les participants nous ont aussi parlé des mandats des comités locaux pour nous venir appuyer, dans le fond, l'idée que les mandats importants du comité local, c'est d'évaluer les besoins de formation des familles d'accueil de la région. Puis ensuite, c'est de développer le plan de formation puis de le mettre en œuvre, finalement, annuellement, là, de développer un plan puis de le mettre en action. Dit très simplement, c'est là que ça se passe. Hein? C'est là qu'on a besoin de beaucoup de ressources, de beaucoup d'énergie, de gens qui vont s'investir pour faire ça. Ce n'est pas une mince affaire, évaluer les besoins de formation puis développer un plan, le mettre en action. Ça demande beaucoup d'énergie, puis ça demande des gens qui vont y mettre du temps et des ressources, finalement. Et tout ça pour dire, ça nous amène au troisième point, que ce qui est observé, c'est qu'il manque de ressources pour accomplir ces missions-là là, d'évaluation puis de plan de formation. Au niveau des CCCU, ce qui ressort beaucoup, c'est que c'est quelque chose qui est demandé aux intervenants en surplus de leurs tâches habituelles. Donc, je dis intervenants, mais ça peut être des intervenants ou des gestionnaires là, qui siègent sur ces comités-là. Il y a des gens qui nous disent qu'ils vont essayer de trouver une intervenante qui est super motivée pour mettre du temps là-dessus. Des gens qui nous disent on a une agente administrative qui fait ça sur son heure de dîner. Des gestionnaires, un peu la même chose. Donc, c'est ça, quelque chose qui est en surplus de la tâche qui est demandée aux différents acteurs dans le réseau. Pour les associations de familles d'accueil, c'est un peu le même constat, mais les mots changent. C'est comme si ce qu'ils nous ont dit, c'est que c'est vraiment un engagement qui est fait de manière bénévole. Les gens, ils ont leur vie de famille d'accueil qui est exigeante, qui demande beaucoup de conciliation. Puis en plus, ils viennent s'investir sur le comité de formation. C'est un engagement qui est considéré un peu comme du bénévolat, où chaque personne, il met un peu le temps qu'il peut, le temps qu'il souhaite, fait que ça va être variable selon les individus. Puis tout ça, dans le fond, c'est là que ça nous amène à notre autre extrait, bien, ça a des impacts réels sur les plans de formation. Puis là, on a un extrait de quelqu'un qui nous raconte comment ça se passe un peu plus du côté des établissements, qui dit « J'ai personne de dédié à ça, alors c'est quelque chose qu'on fait en surplus de la tâche. La tâche, elle est déjà pleine et entière, alors ça ne marche pas. » On n'a pas les capacités souhaitées pour gérer de la formation. C'est, je dirais, notre talon d'Achille qui nous amène à avoir organisé très peu de formation au fil des années, malgré qu'on en reconnaît le besoin. Donc, vous voyez, dans le fond, ça vient vraiment nous dire à quel point c'est concret, les impacts de ce manque de ressources-là, que ça vient avoir un impact finalement où les formations qui vont être développées, bien, ça va être variable d'une région à l'autre. Ça nous amène justement au deuxième point dans notre présentation de ce deuxième volet-là des résultats, qui vient nous parler des disparités. Donc, tout ça part un peu de là, entre autres. Ce que les gens nous ont dit, c'est au niveau des disparités, c'est qu'il était observé à 2 niveaux. Dans le fond, dans l'évaluation des besoins de formation, il y avait des disparités dans les façons de faire. Il y a des gens qui nous racontent que sur les comités locaux, bien, il y a des méthodes différentes qui sont prises. Finalement, il y en a qui font des sondages papier, qui envoient avec des envois à toutes les familles d'accueil. Les familles d'accueil retournent ça, ils compilent du mieux qu'ils peuvent pour aller chercher, dans le fond, les besoins de formation. Des sondages sur les réseaux sociaux. Il y en a qui procèdent par discussion au sein du comité local, tout simplement en prenant pour acquis que les gens qui sont là vont avoir une bonne connaissance des besoins de leurs collègues, familles d'accueil, leurs partenaires. Et il y a des régions aussi, malheureusement, qui nous disent qu'ils ne font pas de démarche d'évaluation des besoins de formation faute de temps. Donc là, je vais vous lire l'extrait. C'est un représentant d'un établissement qui nous dit ceci. Il dit « Je pense qu'il doit
y avoir vraiment une analyse approfondie des besoins des parents d'accueil. Cette analyse-là, j'ai commencé à la faire. Pas juste une analyse basée sur un sondage qualitatif, mais davantage sur ce qui amène le déplacement des enfants. Il y a quelque chose de vraiment à aller approfondir. C'est quoi les réels besoins de formation? C'est quoi les problématiques? Est-ce qu'on a la bonne approche? Donc, il y a dans cet extrait-là à la fois la reconnaissance de toute l'importance de faire une évaluation exhaustive, puis en même temps, le constat qu'on n'a pas le temps de la faire. Donc, on est un peu coincé dans ça, puis le message de fond, c'est un peu ça qui ressortait de beaucoup de nos participants. Au niveau du choix des formations qui vont être intégrées dans le plan de formation annuel, il y a aussi là, des disparités. Entre autres, une des choses qu'on a vues, c'est que quand vient le temps de renouveler l'offre de formation, de choisir des nouvelles formations, il n'y a pas de façon de faire qui est uniforme selon les régions. Ce qu'on entendait plus, c'était que c'était selon les opportunités qui se présentaient, puis selon les commentaires qui étaient entendus à propos des nouvelles formations qui émergeaient. Puis là, ici, on vous a ramené plusieurs extraits ensemble qui illustrent bien ça. Il y a beaucoup de monde qui utilisait des termes comme ceux-ci, finalement, là, qui disaient ça, c'est winner, celle-là, on l'aime, on y adhère. Il y en a qui nous disaient, dépendamment des saveurs de l'année, des fois, c'est des défis d'attachement qui sont plus importants, des fois, c'est le gène TDAH, ça va dépendre. D'autres qui nous disent, on a vu passer quelque chose de super hot, on voudrait même mettre ça, c'est pas fou comme idée, les propositions, ça vient de partout. Donc, vous voyez un peu le fait que, en fait, c'est beaucoup par le bouche à oreille, par le réseautage que les gens sont capables de faire pour aller capter les nouvelles formations intéressantes. Ça ne veut pas dire que les nouvelles formations proposées ne sont pas pertinentes, bonnes et qui ne répondent pas à certains besoins des parents d'accueil, mais ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a pas nécessairement de façon de faire structurée qui est faite pour décider qu'est-ce qu'on intègre de nouveau là, dans notre cursus de formation. Donc, ici, ces deux aspects-là, au niveau de la disparité, viennent faire en sorte que la qualité du plan de formation, finalement, l'impression que ça a donné, puis ce que nous disaient les gens, c'est que ça va dépendre des individus, ça va dépendre des relations au sein des comités locaux de formation. Puis là, on a quelqu'un au national qui représente des associations de familles d'accueil qui vient confirmer un peu cette idée-là, qui nous dit « Notre association représente X régions, puis sur X régions, j'ai autant de façons de fonctionner qui sont complètement différentes. » Comme je vous dis, j'ai des régions qui vont être vraiment beaucoup plus créatives et où ça va vraiment bien, mais j'ai des régions où ça ne passe pas. Ça fait vraiment partie des enjeux. Donc, voilà. Alors, ça fait le tour un peu de ce qu'on a tiré comme constat là, au niveau des enjeux de disparité. Je vous amène maintenant au troisième sous-point dans ce volet-là sur la structure. Les gens nous ont parlé d'un manque de cohésion en lien avec le soutien professionnel puis le contrôle de la qualité. Deux choses qui sont ressorties par rapport à ça. Ce qui a été souvent, entre autres, c'est une absence de suivi des acquis à la suite de la formation, des gens qui disaient ça serait intéressant de pouvoir aller voir qu'est-ce que les gens retirent de ça, de s'assurer que ce que les familles d'accueil apprennent, qu'ils soient bien capables de le transformer en nouvelles pratiques qui vont être mieux, qui vont être plus efficaces auprès des enfants. Donc, ici, on a un extrait qui nous dit il faudrait qu'il y ait une instance qui fasse un suivi. Un rappel, à voir où est-ce que c'en est l'appropriation. Je pense que tout le monde serait gagnant puis les ressources se sentiraient mieux épaulées. La formation, ce n'est pas juste une vidéo qu'ils ont écoutée, il faut que ça colle, il faut qu'il en ressorte une pratique différente. Donc, ça, cette préoccupation-là, elle est là. Il y a des régions où ça se fait un petit peu plus, où les intervenants qualité ou intervenants ressources portent un regard sur les besoins de certaines familles d'accueil, les appellent ou les représentants des associations de familles d'accueil appellent leurs membres pour leur dire ça serait le fun que tu t'inscrives à telle formation, ça répondra à ton besoin. Puis dans ce cas-là, ça aide. Le recrutement personnalisé de cette façon-là devient un levier intéressant pour favoriser la participation, mais c'était somme toute quand même minoritaire là, dans ce qu'on a vu. L'autre chose qui est ressortie, c'est l'aspect qu'il y avait peu d'arrimage entre la formation et le suivi des ressources. Puis ça, en fait, ce qui est ressorti, c'est que ça ne permettait pas d'éviter les enquêtes administratives et d'éviter des déplacements, alors qu'à l'inverse, l'impression qu'avaient les gens, c'est que si on avait travaillé un petit peu plus de manière cohérente entre le suivi, le contrôle de la qualité puis la formation, on aurait pu éviter ces phénomènes-là. Donc, si on a comme deux petits extraits rapidement où il y a des gens qui nous disent 90 des déplacements auraient pu être évités si on avait prévenu avec des formations, des interventions cliniques plus adaptées aux enfants qu'on a dans le parc d'hébergement. Donc, ça, c'est l'aspect de déplacement. Puis au niveau du contrôle de la qualité, quelqu'un d'autre nous dit quand le contrôle de la qualité a à intervenir, si la famille d'accueil avait participé à une formation sur le sujet, probablement que cette intervention-là n'aurait pas été requise parce qu'elle aurait été plus outillée. Donc, ça demeure quelque chose qui est à travailler, l'espèce de cohésion avec le soutien et le contrôle de la qualité.
Finalement, le dernier point là, dans notre présentation de résultats concerne les contraintes et les défis qui sont associés plus à la structure syndicale. En fait, une des choses qui ressort, c'est que la structure syndicale peut évacuer des espaces de discussion qui pourraient être cliniques, qui pourraient être plus axés sur le contenu des formations, d'aller plus loin, dans le fond, dans ce qu'on souhaite comme modèle de formation. Mais au local, il y a un constat du fait que des fois, ça ne se passe pas parce qu'on parle de litige au lieu de parler de formation, parce que tout ça se passe dans les mêmes instances, parfois même dans les mêmes rencontres. On l'a vu tantôt avec notre région qui avait donné seulement à RCR là, dans son année dans laquelle on a travaillé le bilan. C'est exactement ça ce qui se passait. Il fallait qu'ils traitent des litiges qui étaient plus importants, puis ça laissait moins de place pour la formation. Au national, ce qu'on nous dit, c'est que les tables nationales, ce n'est pas des tables qui sont à prime abord cliniques. Donc, ce que la personne du national nous disait ici, c'est que le comité national, c'est vraiment un lieu pour échanger sur les ententes collectives. Donc, c'est un lieu pour interpréter, pour dénouer quand il y a des enjeux avec les établissements. Donc, ce n'est pas une table qui est à prime abord clinique. Donc, le comité national n'a pas pour mandat de réfléchir à un modèle de formation, à un cursus, à des compétences à aller chercher en formation. Ce n'est pas le mandat du comité national de concertation. Alors, c'est ça. Donc, parce que leur mandat est d'abord et avant tout en lien avec les ententes collectives. De manière cohérente et logique, le deuxième point en découle un peu. Les 3 comités nationaux de concertation, dans le fond, vont être étanches pour venir respecter l'esprit des ententes collectives. Comme il y a 3 ententes collectives, on ne peut pas transférer les choses d'un à l'autre comme ça. Il faut vraiment respecter ce qui a été adopté dans chacune des ententes. Ici, la personne, on posait la question à quelqu'un au national, on demandait, s'il y a une formation pertinente qui est intégrée dans les orientations d'une des associations, est-ce que ça peut être transféré aux autres? Puis là, la personne nous répondait, on ne peut pas imposer de formation aux autres comités. Par contre, on peut faire des recommandations. On est dans un lien de partenariat, on a convenu ensemble des ententes collectives. On s'assure de respecter l'esprit dans lequel elles ont été négociées. Fait qu'ils peuvent recommander, mais ils ne peuvent pas imposer. Puis ce qu'on comprenait dans leur discours, c'était qu'il fallait surtout que ça vienne des instances locales puis qu'ils fassent remonter ça aux instances nationales. Fait que ce que ça fait, dans le fond, c'est que ça pose un défi pour mettre en place un cursus de formation qui va être unifié pour tout le monde. Puis le dernier point, et non le moindre, c'est que le fait qu'on travaille dans la structure syndicale, ça fait que ce qui est hors de la structure syndicale se retrouve un peu dans l'angle mort. C'est-à-dire que quand une famille d'accueil n'est pas accréditée, encore, ça devient un peu compliqué de demander qu'elle suive la formation, d'encadrer l'offre de formation pour ce qui est en dehors des structures où les familles d'accueil sont accréditées finalement déjà comme ressources. Là. Puis ici, encore une fois, au niveau national, quelqu'un qui nous dit, au niveau canadien, on voit qu'il y a des formations qui doivent être faites avant l'arrivée de l'enfant. Du point de vue du Comité national de concertation, je trouve ça un peu embêtant. Je n'ose pas me prononcer non plus avec le contexte des négociations, mais c'est une question qui mérite réflexion. Fait que si c'est intéressant, on sent la personne qui est un peu coincée parce qu'elle trouve que c'est intéressant, mais en même temps, c'est comme si ça dépasse son mandat de se positionner sur ce genre d'enjeu-là. Donc, décidément, ici, en tout cas, il y a quelque chose qui est à réfléchir là, sur la manière de réfléchir à la formation pré-accréditation, puis il y a plusieurs participants qui nous en ont parlé. Alors, je vais conclure assez rapidement. Là, on va quand même discuter certaines petites choses avant de passer à la période de questions. On va vous parler rapidement des forces et limites de notre projet, puis 2 aspects peut-être qu'on voulait faire sortir un peu plus fortement, qui sont l'importance d'adopter une vision intégrée de la formation, puis les enjeux en lien avec le fait qu'on a au Québec certaines barrières structurelles à dépasser peut-être pour y arriver. D'abord, sur les forces et limites du projet, Véronique, vous nous le disiez d'entrée de jeu, c'est le premier projet qui s'intéresse à la formation depuis la LRR. En tout cas, à notre connaissance, on a réussi à aller chercher tous les établissements de toutes les régions pour avoir leur point de vue. Puis, on est allé chercher quand même des personnes au niveau national aussi pour avoir la vision vraiment de leur côté aussi, là, qui ont un rôle à jouer qui est important au niveau de la structure de formation. Dans les limites, au niveau des associations représentatives, il y a certaines régions qui n'ont pas été représentées.
Parce qu'évidemment, c'est ça, Véro l'a mentionné, ça aussi, au début, la CSN n'a pas pu s'intégrer avec nous dans le projet là, pour participer comme partenaire. Il n'était pas disponible au moment où on a commencé le projet. Ça aurait été intéressant d'avoir leur avis. Ça sera partie remise. Puis le bilan des formations, il y a eu une difficulté d'avoir des données complètes, exhaustives, uniformes. Donc ça, évidemment, c'est des faiblesses de notre projet, mais avant tout, je pense que c'est important de souligner que c'est des lacunes qui sont attribuables au contexte de formation actuel. Les données, peut-être qu'on gagnerait à travailler pour avoir des données un petit peu plus complètes, pour faire des portraits qui soient plus parlants. Puis, il y a quelque chose à réfléchir pour avoir des instances, je ne sais pas comment dire, peut-être apolitiques, là, en dehors des structures syndicales, pour être capable d'asseoir tout le monde à la même table et de vraiment faire une vraie réflexion là, sur la formation des familles d'accueil. Donc, ça, il y a peut-être un bout qui demeure à faire. Pour ce qui est de, dans le fond, l'importance de développer une vision intégrée, claire de la formation, on vous a parlé amplement des disparités qui se créent entre les régions avec le système actuel, du fait aussi que ce qu'on a, dans le fond, comme outil, c'est les orientations nationales de formation, qui sont un peu une liste de formations à travers laquelle on va piger, mais où les formations ne sont pas ordonnancées. On a regardé ailleurs qu'est-ce qui se fait. Hein? Donc, ce qui devient intéressant de constater, c'est qu'ailleurs, il y a plusieurs autres modèles de formation qui existent ailleurs qu'au Québec, puis que souvent, ils ont un peu les mêmes caractéristiques. C'est un parcours qui va être structuré dans le temps. Il va avoir une formation pré-accueil, il va avoir de la formation continue, il va avoir du développement professionnel par la suite pour aller plus loin pour les familles d'accueil qui ont besoin d'aborder certains sujets. Puis, ça va être basé sur des référentiels de compétences qui sont exhaustifs. Donc, tout ça, dans le fond, là, on a sorti 2 modèles qui peuvent être intéressants. Il y a Pride, qui est dans le fond, dans plusieurs États aux États-Unis, puis dans plusieurs provinces canadiennes aussi. Puis il y a le diplôme d'études d'assistante familiale qui est en France, dans le fond, qui est la façon de fonctionner en France. On va en survoler peut-être juste un des deux, comme il ne nous reste plus beaucoup de temps. On peut jeter un petit coup d'œil à Pride. En fait, Pride, comment ça fonctionne? Là, c'est vraiment un programme standardisé de formation, d'abord, qui est utilisé dans plus de 25 pays, puis qui vise à améliorer la qualité de l'accompagnement dispensé aux enfants placés. Dans la boîte à gauche, vous voyez les compétences de Pride, là, leur référentiel de compétences qui est bien structuré, qui est en 5 compétences qui sont importantes à atteindre pour les parents d'accueil. Ensuite, je n'en ferai pas la lecture pour gagner un petit peu de temps. Je veux qu'on se laisse la place pour l'échange. Après, dans la séquence, c'est là que c'est intéressant. Il y a 9 modules de formation pré-accueil qui sont proposés avec des thématiques bien précises à aborder. Ensuite, il y a l'évaluation, il y a l'accréditation de la famille d'accueil. Puis, une fois que ça s'est fait, on embarque dans le volet de la formation continue. Fait que là, il y a un tronc commun que toutes les familles d'accueil doivent faire dans un temps défini. Puis ensuite arrive le développement professionnel où on a des thématiques un peu plus pointues qui sont abordées pour certaines familles d'accueil. Donc, ça donne une idée de comment c'est structuré. C'est assez différent de ce que nous, dans le fond, on a ici au Québec. Ça nous fait dire qu'il y aurait probablement du travail ici pour pousser un peu plus loin la réflexion sur qu'est-ce qu'on veut comme modèle de formation sur les familles d'accueil du Québec pour s'assurer que ça réponde vraiment aux besoins des familles d'accueil et aux besoins des enfants, évidemment. Il y a certaines barrières structurelles qui existent qui vont peut-être poser certaines embûches là, pour y arriver. On en a parlé tout au long, je vais passer rapidement. Le leadership national, dans le fond, est un peu empêché par la structure syndicale à 3 associations en ce moment. Si on veut respecter la nature des ententes collectives qui encadrent la formation, mais ça fait que c'est difficile de travailler ensemble sur un modèle unique. Le deuxième petit post-it à droite vient nous dire que les orientations nationales de formation, ça propose des listes de formation, ça se modifie au gré des initiatives des régions. Il n'y a pas d'ordre qui est précisé. Donc là aussi, on a du travail à faire pour changer un peu la manière dont tout ça s'est construit. On revient ici aussi sur les disparités régionales par après. Là, il existe des disparités importantes dans la disponibilité des formations entre les régions. Ça risque de s'accentuer si on n'agit pas. Donc ça, c'est assez important parce que, dans le fond, ce qu'on dit, c'est que un enfant placé dans une région X, il risque d'être moins bien desservi finalement qu'un enfant placé dans une région Y parce que les parents d'accueil ne recevront pas la même formation. Donc ça, il faut vraiment prendre acte puis voir qu'est-ce qu'on veut faire avec ça. Puis la formation pré-accréditation, finalement, qui se retrouve dans l'angle mort de la structure, ça aussi, il faudrait trouver une façon de réussir à ouvrir la perspective puis d'inclure cet aspect-là aussi dans la planification de la formation au Québec. Fait que ça fait le tour, dans le fond. Peut-être une dernière, juste pour ramasser tout ça,
Ce qu'on trouve important de vous transmettre là, de notre projet, puis qui nous a beaucoup marqué, c'est l'importance que tout le monde accorde à la formation. Tout le monde s'entend pour dire que c'est important. Tout le monde s'entend aussi sur le fait qu'il faut faire mieux, qu'on est capable de faire mieux, puis que ça serait important d'y aller. Mais qu'il y a des barrières en ce moment, puis que ce n'est pas si simple que ça dans le système qu'on a en ce moment pour arriver à faire mieux, justement. Donc, ce qu'on se disait, c'est que peut-être dans les perspectives qu'on peut se donner, la première vient résumer un peu tout ce qu'on vient de se dire là, avec les acteurs en place, puis en s'inspirant des meilleures pratiques et des connaissances, bien, il faudra développer une vision de la formation des familles d'accueil qui va être complète, claire, qui va être appuyée sur un référentiel de compétences plus exhaustif, puis qui va être adapté à la réalité des familles d'accueil du Québec. Puis en deuxième, ça va peut-être être inévitable de revoir certaines structures qui ont été imposées par la LRR en lien avec la formation, afin finalement d'être en mesure là, d'améliorer le modèle de formation puis de s'assurer qu'il convienne mieux finalement aux familles d'accueil du Québec. Donc, ça fait le tour de ce qu'on voulait aborder aujourd'hui avec vous.